Bonjour à tous et bienvenue dans Métalliquois. Aujourd'hui, on va traiter du dernier des 3 instruments typiques d'un groupe de métal, la batterie. La batterie est un instrument de la classe des percussions, son nom est d'ailleurs un raccourci de batterie de percussion. En anglais, ça s'appelle drums, littéralement traduit, ça veut dire tambour. C'est beaucoup moins classe, on est d'accord. So, you play an instrument? Yeah, I play drums. Elle se compose donc de plusieurs éléments que voici. La grosse caisse, le plus gros fût de la batterie qui repose au sol et est actionné par une pédale. C'est le son le plus grave de toute la batterie qu'on essaiera si possible de coupler avec la basse comme on l'a dit dans l'épisode 20. Les toms, dont le nombre va varier en fonction des batteurs, certains en utilisent très peu, d'autres en utilisent vraiment beaucoup. En toute logique, les plus petits auront un son plus aigu et les plus gros auront un son plus grave. D'où l'intérêt d'en avoir beaucoup, ça permet de faire des descentes super classe comme ça. On s'en sert beaucoup pour faire ce qu'on appelle des breaks, qui comme leur nom l'indique, provoquent une cassure dans le rythme et qu'on utilise pour faire des appels, marquer des transitions, etc. La caisse claire. Contrairement au tom, c'est un fût assez plat qui est équipé d'un timbre sur la peau d'en dessous. Ce timbre permet de produire un son sec qui marche très bien en alternance avec la grosse caisse. La cymbale Charleston, c'est une paire de cymbales tenues l'une sur l'autre par un pied muni d'une pédale. Elle permet d'avoir une ouverture plus ou moins grande entre les deux, ce qui va changer le son produit par les cymbales. Dans le métal, on a tendance à l'utiliser plutôt ouvert parce que, bon, ce serait un peu ridicule avec un son de charlet fermé. La ride, la plus grosse cymbale du kit, est utilisée comme le charlet dans les rythmes de la batterie avec la grosse caisse et la caisse claire. Elle produit un son différent, ce qui permet d'alterner et de ne pas toujours utiliser que le charlet. Les crashs, dont on se sert plutôt pour accentuer des coups. Elles ont un son puissant et elles peuvent être plus ou moins graves selon leur taille, comme les toms, ou selon leur fabrication. Il existe plein d'autres cymbales d'effet, mais la plus répandue dans le métal, c'est la chinoise. Elle produit un son typique, plus puissant que la crash, et on l'utilise à peu près pareil pour accentuer des coups. Voilà pour le petit tour de tout ce qui compose une batterie. Maintenant, on va voir quelques techniques typiques de la batterie métal. Si on ne devait en retenir qu'une, ce serait celle-ci. C'est le truc le plus métal qui existe. Et pourtant, le premier à l'avoir utilisé, c'est un jazzman. Louis Bellson, qui a rajouté une deuxième grosse caisse à son kit dans les années 40 pour enrichir son solo. On a repris cette technique dans le métal, cette fois-ci pour la rythmique des morceaux, comme l'emblématique Overkill de Motörhead. Ces rythmes de double grosse caisse continue sont devenus un must dans le métal, une marque de fabrique, le fameux Machine Gun Double Bass comme on dit en anglais, qui nécessite une très bonne endurance de la part du batteur. Parmi les plus notables utilisateurs de cette technique, il y a Dave Lombardo, le batteur originel de Slayer, qui à l'époque a amené l'utilisation de la double grosse caisse à un niveau supérieur. Aujourd'hui, il y a des nouveaux rythmes de double grosse caisse qui se sont développés, qui changent un peu du à fond tout le temps sans s'arrêter. On les utilise par exemple pour appuyer les riffs de guitare comme chez Meshuggah. Groupe d'un style dont on n'a pas encore parlé dans Métalliquois, le djent, qui se caractérise justement par ses rythmiques très complexes, et c'est là aussi qu'on retrouve énormément de ces guitares à 8 ou 9 cordes dont on a déjà parlé. Mais on s'égare, retour à la batterie. Petite amélioration technologique, pour gagner de la place et n'avoir qu'une seule grosse caisse à sonoriser, on a inventé les doubles pédales de grosse caisse, qui ont 2 battes pour taper sur une seule et même grosse caisse. C'est pratique, mais bon, ça a un peu moins de gueule qu'une batterie à 2 grosses caisses. Technique suivante. Autre technique de batterie typique du métal, le blast beat. Il y en a plusieurs styles, mais la principale caractéristique c'est de jouer la caisse claire à une grande vitesse, en ajoutant là ou les grosses caisses selon le style de blast beat.
Très populaire dans le métal extrême, il demande également pas mal d'endurance puisqu'il est encore plus rempli qu'un rythme de double grosse caisse classique. Certains donnent la paternité de cette technique au jazz, et oui, encore, avec des interventions comme celle-ci. C'est vrai que ça y ressemble un peu, mais je trouve que c'est plus des breaks rapides par-ci par-là qu'une réelle volonté de faire un rythme de batterie extrême comme le blast beat qu'on connaît aujourd'hui. Les premiers blast beats dans le métal viendraient plutôt de groupes de hardcore et crossover comme DRI, SOD, tous ces groupes à initiales. C'est pas une technique à proprement parler, mais le métal est connu pour ses morceaux au tempo rapide. Bien sûr, c'est pas tout le temps le cas, il y a même des styles qui mettent un point d'honneur à faire des morceaux lents et pesants, mais la plupart des styles de métal ont des morceaux rapides. La vitesse est donc une partie intégrante du métal, et encore plus dans le métal extrême, où c'est carrément devenu un leitmotiv, d'où la naissance du blast beat. Vous vous rappelez de la constante surenchère dans l'épisode sur la guitare avec le toujours plus grave? Eh bien à la batterie, on a le toujours plus vite. Un exemple avec George Collias, batteur du groupe Nile. Encore une fois, pas vraiment une technique, quoique, mais elle caractérise aussi la plupart des batteurs de métal. Comme c'est un style musical assez intense et joué à un certain volume, on peut pas être tout gentil sur la batterie. Tous les musiciens envoient du lourd, et c'est encore plus vrai pour le batteur qui doit avoir une frappe puissante. Il s'agit pas forcément de taper comme un sourd, on peut avoir une frappe puissante juste à la force du poignet. Et c'est justement ça qui en fait quand même une technique. C'est qu'on peut pas jouer de la batterie avec le bras entier super fort, surtout quand ça va vite. Donc il faut travailler ses poignets, même si je sais, ami batteur, que c'est pas l'exercice le plus marrant du monde. Enfin bon, on en a pas parlé dans les 2 épisodes précédents, mais les guitaristes et les bassistes qui bossent leur gamme, c'est pareil. Tiens d'ailleurs, en parlant de gamme, si on faisait un peu de solfège. Encore un peu de solfège rythmique? De toute façon, avec la batterie, on peut faire que ça, alors on n'a pas le choix. On va voir ce qu'est une mesure impaire. Vous vous rappelez le 4/4 de l'épisode précédent? Eh bien, voyons un peu ce qu'on a quand on n'en fait pas. Ici, on a une mesure en 5/4. Comme on l'a vu la dernière fois, le chiffre du bas c'est l'unité de mesure, donc la noire. Le chiffre du haut c'est le nombre d'unités par mesure, donc 5 noirs. C'est un chiffre impair, donc ça va déstabiliser un peu l'auditeur qui est habitué à un cycle de 4 temps. Écoutez quelques exemples. Voilà, bien sûr, les mesures impaires ne se font pas qu'en 4, mais je trouve que c'est déjà pas mal comme exemple. On trouvera bien d'autres occasions d'approfondir le sujet. Retour à la batterie dans le métal, avec quelques-uns des batteurs les plus hallucinants de notre style de musique préféré. Gene Hoglan, aussi connu sous le nom de l'horloge atomique. C'est un batteur avec une frappe surpuissante et une très grande maîtrise de son instrument. Comme Steve DiGiorgio, dont j'ai parlé dans l'épisode sur la basse, il a joué dans plein de groupes de métal prestigieux, et il a d'ailleurs joué avec Steve dans Testament et Death. Il a sorti un DVD intitulé The Atomic Clock, dans lequel il nous montre et nous apprend plein de choses sur sa façon de jouer de la batterie. Par exemple, qu'il se met des poids aux chevilles pour jouer. Donc le mec pose ses couilles sur la table, quoi. D'ailleurs, dans les commentaires des vidéos de ce DVD sur YouTube, il y a des mecs qui ont déliré là-dessus, c'est super marrant. Sans les poids, son jeu de double grosse caisse serait si rapide qu'on entendrait juste un bourdonnement en continu. Donc pour le ralentir à un niveau raisonnable, il utilise des poids. Il porte des poids aux chevilles pour qu'il ne détruise pas toute la matière avec sa vitesse. Un jour, Gene est venu jouer de la batterie au Chili, mais il a oublié ses poids. Il a joué de la double grosse caisse 100. Ce jour est connu comme le séisme 9,5 de Valdivia. Celui-là est un peu trop long pour que je vous le lise, mais si vous comprenez l'anglais, mettez sur pause et faites-vous plaisir.
On l'a vu brièvement tout à l'heure, George Collias du groupe Nile, qui lui aussi a sorti des DVD intitulés Intense Metal Drumming, et on comprend pourquoi. Tiens, ça me fait une occasion de vous parler de Nile d'ailleurs. C'est un groupe américain de brutal/technical death metal formé en 1993 et dont une grande majorité des textes parlent de l'Égypte ancienne, comme le laisse deviner leur nom, Nil. Nil, Nil, Nil. Et comme le veut leur style de métal, c'est super compliqué techniquement. Voilà pourquoi ils ont un batteur pareil, mais je vous rassure, les autres sont pas en reste. Petit dernier pour la route, parce que bon, cet épisode commence à se faire long, on va crier au favoritisme après. Mike Portnoy, le batteur historique de Dream Theater, qui ne fait plus partie du groupe depuis 2010 mais qui a laissé une marque très importante, vu qu'il était membre fondateur depuis la création du groupe en 1988. Dream Theater est un groupe de métal progressif, donc contrairement à Gene et George, Mike ne met pas l'accent sur l'endurance et la vitesse, mais sur l'incroyable variété de jeux de batterie dont il fait preuve dans des morceaux de plusieurs dizaines de minutes parfois. C'est lui qu'on a vu tout à l'heure quand je parlais de mesure impair, avec cette espèce de labyrinthe rythmique qu'est The Dance of Eternity. Lui aussi a pas mal bourlingué dans différents groupes, suffit de voir cette liste longue comme le bras de groupes dans lesquels il a joué ou joue toujours. Et récemment, il a fait des apparitions dans des petites vidéos de Loudwire sur des kits de batterie qui changent assez de son paquebot habituel. Now we're going to do a little drum name that tune, so we'll start off with a little kiss for you. Got that? No, Love Gun. All right, you know what, being I have a double bass kit, let me try a famous double bass one. You ready? Here we go. Yeah! Painkiller, Judas Priest. Voilà, je pense qu'on a atteint le point où il faut que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne Metalliquois. Salut à tous! Oh pardon, j'ai complètement oublié de vous parler d'un batteur, en plus on me l'a beaucoup demandé. Il s'agit de Joey Jordison.